Le bus L'Espoir, le vieux mastodonte rouillé et fier du belvédère, cracha une dernière volute de fumée noire, plus épaisse, plus âcre que jamais, avant d'émettre un gargouillis agonisant suivi d'un claquement métallique strident qui résonna dans les ruelles étroites, faisant vibrer les vieilles pierres des maisons. Un silence assourdissant s'ensuivit, brisé seulement par le sifflement d'une cocotte minute voisine et les cris des mouettes au loin. Les passagers, déjà habitués à ces arrêts intempestifs, poussèrent des soupirs collectifs, un mélange de résignation et de colère sourde. À l'intérieur, les visages, éclairés par la faible lumière du jour qui filtrait à travers les vitres poussiéreuses, affichaient une lassitude profonde. Dehors, le soleil de fin d'après-midi, qui d'habitude réchauffait les façades ocres, semblait désormais accentuer la misère de la situation, projetant des ombres longues et implacables sur l'asphalte fissuré. La routine brisée du quartier venait de se fissurer un peu plus, menaçant de s'effondrer entièrement. Le vacarme du moteur qui s'était étouffé laissa place à une cacophonie de klaxons impatients et de voix qui s'élevaient, se mêlant aux murmures habituels du quartier. L'odeur du pain frais de la boulangerie voisine et celle du café se disputaient l'air avec l'âcre relent d'essence brûlée et de caoutchouc chaud émanant du bus immobilisé. Monsieur Jean, le chauffeur aux mains burinées, descendit lourdement de son siège, son visage expressif marqué par l'impuissance et un désespoir familier. Les passagers, la plupart des habitués, commencèrent à s'extraire du véhicule, leurs gestes lents, chargés de la déception d'une journée de travail qui commençait mal ou d'une école manquée. Les rues escarpées du belvédère, d'ordinaire si animées par le brouhaha des conversations et les rires d'enfants, résonnaient désormais d'une tension palpable, une chape de frustration qui semblait s'épaissir à chaque minute. À quelques mètres de là, adossé à un mur de pierre chaude orné d'une fresque colorée, Léo eut une réaction presque imperceptible, mais intense. Au son du claquement métallique, ses épaules s'étaient contractées, et il avait pressé plus fort la petite boîte d'engrenage qu'il manipulait machinalement dans sa poche. Ses grands yeux, habituellement fuyants, étaient rivés sur le bus, non pas sur la fumée ou les passagers, mais sur les vibrations invisibles qui traversaient l'air et le sol, comme s'il tentait de décrypter une mélodie dissonante. Le bruit aigu de la panne était une agression sensorielle, mais au-delà de l'angoisse, son esprit méthodique s'activait, analysant la fréquence, la résonance, cherchant la note fausse dans la symphonie mécanique. Ses cheveux foncés masquaient en partie son visage, mais une concentration intense se lisait dans son regard singulier, une hyperfocalisation qui le rendait étranger au chaos environnant. Autour du bus, la scène était un tableau de la vie marseillaise en suspens. Des marchands ambulants, dont les étals regorgeaient d'olives et de légumes gorgés de soleil, voyaient leurs clients potentiels s'éloigner, leurs sacs à provisions à moitié remplis. Des enfants en uniforme scolaire qui attendirent le bus pour se rendre à la station de métro baissèrent la tête, sachant que la journée d'école était compromise. Le belvédère, avec ses maisons empilées comme des dés de couleurs vives, était un quartier résilient. Mais le bus L'Espoir était son cordon ombilical avec le reste de Marseille. Sans lui, le quartier était coupé, son économie asphyxiée. Le mécontentement silencieux, qui couvait depuis des semaines à chaque panne, menaçait de se transformer en un cri de détresse collectif. Les mécaniciens locaux, dont les ateliers graisseux sentaient l'huile brûlée et le métal, avaient déjà jeté l'éponge. Leur tentative précédente, marquée par des outils éparpillés sur le sol poussiéreux et des diagnostics contradictoires, n'avait abouti qu'à des réparations temporaires, le bus crachant de la fumée noire avant de tomber à nouveau en panne quelques jours plus tard. Ils avaient déclaré le moteur irréparable, sans un investissement colossal, des mois de travail et des pièces introuvables. La frustration des habitants était d'autant plus grande qu'ils avaient vu ces hommes, pourtant ingénieux et habitués au système D, baisser les bras. Chaque jour sans le bus aggravait la crise, les familles perdèrent des revenus vitaux, les étudiants des opportunités, et la foi dans le système s'amenuisait dangereusement. Alors que les habitants commençaient à se disperser, cherchant des solutions de rechange impossibles ou se résignant à la marche fastidieuse jusqu'à la ville, Léo, toujours immobile, laissait ses yeux parcourir chaque recoin du bus, de la carrosserie cabossée aux pneus usés. Il ne voyait pas seulement un véhicule en panne, il percevait l'écho d'une défaillance profonde, une anomalie dans le cœur même de la machine. Son regard s'arrêta un instant sur le capot entrouvert, d'où s'échappait encore une légère odeur d'huile chaude. Un infime mouvement, une légère vibration qu'aucun autre œil n'aurait pu percevoir, attira son attention. Il fit un pas hésitant vers le bus,
son objet de confort toujours fermement serré dans sa main, comme attiré par une force invisible. Qui pourrait comprendre ce que ses sens lui révélaient, alors que tous les experts avaient échoué? Le silence qui avait succédé au râle agonisant du bus L'Espoir était, pour Léo, une nouvelle symphonie à décrypter, bien que dissonante. Loin du tumulte des passagers en colère, ses sens s'étaient focalisés sur l'écho des vibrations résiduelles, celles qui persistaient dans le sol sous ses pieds, remontant le long de ses jambes comme des murmures. Il pressait toujours la petite boîte d'engrenage poli, son poids rassurant dans sa paume, chaque clic et chaque rotation interne étant un baume pour son esprit agité. Le parfum âcre du diesel brûlé se mêlait aux effluves familiers du quartier, le thym sauvage de la garrigue voisine, l'humus des jardinières suspendues, le sel marin transporté par la brise. Léo ne voyait pas un bus cassé, il percevait un système désordonné, une machine qui criait son mal-être dans un langage que lui seul semblait comprendre, une énigme mécanique à résoudre. Chaque matin au belvédère, la routine de Léo était un balai précis, un rituel immuable qui ancrait sa journée. Il se levait avant l'aube, le corps déjà préparé par des années d'habitude, et commençait par aligner méthodiquement ses outils sur son petit établi improvisé, un vieux plateau de bois posé sur des tréteaux dans un coin de la cuisine où l'odeur du café fort de sa grand-mère Claire commençait à embaumer l'air. Ses mouvements étaient fluides, presque chorégraphiés, chaque geste calculé pour minimiser l'imprévu. Il vérifiait ensuite ses notes, des diagrammes complexes et des équations griffonnées sur des carnets aux pages jaunies, ses découvertes nocturnes sur les mécanismes d'horlogerie, les moteurs diesel ou les rouages de montres anciennes, son hyperfocalisation le guidant sans répit. Son espace personnel, ce coin de la cuisine, était son sanctuaire. Les murs étaient tapissés de schémas techniques qu'il avait dessinés avec une précision maniaque, des éclairs de génie qui prenaient forme sur le papier. À côté de son établi, une vieille radio crachait des mélodies jazz douces, un bruit blanc apaisant pour ses oreilles hypersensibles. Parmi les outils, une petite collection de pièces de moteur désassemblées, de ressorts minuscules et de boulons polis, des trésors qu'il manipulait avec une tendresse presque filiale. C'était là, entouré de ces objets qui témoignaient de sa passion et de sa compréhension intime des mécanismes, que Léo trouvait la paix, l'ordre dans le chaos du monde extérieur, un lieu où son esprit pouvait s'épanouir sans entrave, loin des attentes sociales. « Léo, mon petit, le petit déjeuner est prêt. Du pain frais, juste pour toi. » La voix douce de grand-mère Claire flottait dans l'air, une mélodie familière qui ne brisait jamais sa concentration, mais l'invitait plutôt à une transition douce. Léo, sans lever les yeux de son schéma, répondit d'une voix monocorde « Merci, Maminou. 5 minutes. » Claire savait que 5 minutes pouvaient signifier 10 ou 20, mais elle comprenait son besoin d'achever une pensée, de fermer une boucle. Elle se contentait de déposer une tranche de pain et un bol de chocolat chaud près de son établi. Léo, pour sa part, ne cherchait pas le contact visuel, mais un léger hochement de tête et un sourire presque imperceptible trahissaient son affection. Une communication non verbale que seule Claire déchiffrait avec aisance. Dans le quartier du Belvédère, Léo était une figure à part. Les habitants, habitués à sa présence silencieuse et à son regard souvent perdu dans les abstractions, le saluaient d'un signe de tête distant, respectant son besoin d'espace. Il n'était pas un enfant du quartier comme les autres, ne jouant pas au foot dans la ruelle ni ne participant aux discussions animées sur le marché. Pourtant, il connaissait chaque fissure dans les trottoirs, chaque ruelle dérobée, chaque recoin où le soleil se posait différemment. Le Belvédère était son monde, un écosystème complexe de sons, de textures et de mouvements qu'il analysait constamment, le bus étant l'artère principale, son battement de cœur. Il comprenait intuitivement l'importance vitale de cette machine rouillée pour la survie de la communauté. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de Marseille de teintes oranges et violettes, Léo, de retour près du bus immobilisé, se sentait irrésistiblement attiré. Le capot du moteur était encore légèrement ouvert, libérant une chaleur résiduelle et une odeur entêtante. Il fit un pas de plus, le bruit des conversations s'estompant autour de lui. Ses doigts fins et agiles effleurèrent la carrosserie froide, puis glissèrent vers le moteur comme s'il cherchait à en prendre le pouls. Son oreille, anormalement sensible, se pencha vers le bloc de métal. Il ne cherchait pas des bruits forts, mais les micro-vibrations, les résonances subtiles, les murmures des pièces fatiguées. Il y avait là, niché au cœur de cette machine silencieuse, une note fausse qu'il était le seul à pouvoir entendre. Alors que la foule se dispersait, une silhouette familière s'approcha de Léo, les pas mesurés sur l'asphalte chaud,
Grand-mère Claire, les cheveux tirés en un chignon impeccable malgré l'heure tardive et l'agitation, portait l'odeur réconfortante du savon de Marseille et de la lavande. Ses yeux, d'un bleu profond et pétillant de sagesse, balayaient la scène, puis se posèrent sur son petit-fils, dont la concentration sur le bus était presque palpable. Elle connaissait cette intensité, ce repli sur soi qui précédait toujours une fulgurance de son esprit. Sans un mot, elle s'arrêta à quelques pas, respectant son espace vital, mais sa présence était un ancrage, un signal silencieux qu'il n'était pas seul. Elle comprenait que le bus n'était pas qu'un tas de ferraille pour Léo, c'était un organisme vivant, déséquilibré, et son désordre résonnait profondément en lui. Elle avait vu tant de fois son talent s'exprimer dans les rouages complexes des montres anciennes ou les moteurs hors bord des pêcheurs locaux. Un peu plus loin, Monsieur Jean, le chauffeur du bus, les épaules voûtées sous le poids de la déception, échangeait des paroles amères avec un groupe de commerçants. Son front buriné était marqué de profondes rides, reflet d'années passées derrière le volant de l'espoir, et une sueur fine perlait sur sa nuque. « Ça fait des semaines que ça dure », grommela-t-il, sa voix rauque trahissant une fatigue profonde. « On est coupé du monde, c'est une catastrophe pour tout le monde. Les gosses manquent de l'école, les clients n'arrivent plus. » Il jeta un regard las vers le bus, puis vers Léo, qui semblait absorbé par l'engin. Pour Jean, Léo était juste le gamin silencieux, un peu étrange, qui passait ses journées à gribouiller des schémas incompréhensibles. Il ne voyait pas le potentiel, seulement la bizarrerie, un mélange de scepticisme et d'une résignation amère face à l'impuissance générale. Le désespoir était gravé sur son visage. Soudain, une voiture noire de fonction, flambant neuve, déboula dans la ruelle étroite, forçant les passants à s'écarter. De son habitacle immaculé sortit Chloé Dubois, une femme à l'allure impeccable, son tailleur d'une coupe irréprochable et ses lunettes cerclées d'acier reflétant la lumière du couchant. Son regard balaya la scène avec une efficacité clinique, ne s'attardant sur la misère ambiante que pour la diagnostiquer comme un problème à résoudre avec des méthodes scientifiques. « Ingénieur Dubois de la métropole », annonça-t-elle d'une voix claire et assurée, presque dénuée de toute émotion, s'adressant aux mécaniciens locaux qui s'étaient rassemblés. Elle ne prêta aucune attention particulière à Léo, le considérant comme un simple adolescent curieux parmi d'autres, son esprit déjà focalisé sur le diagnostic et l'application de protocoles rigoureux. Sa confiance en sa propre expertise était palpable, un mur invisible entre elle et la débrouillardise locale. Au milieu des visages anxieux, Lucie, ses longs cheveux tressés et son sac en toile sur l'épaule, observait la scène avec une acuité différente. Étudiante en sciences sociales à la fac, elle connaissait les rouages complexes de la communauté du Belvédère, ses forces et ses faiblesses. Elle avait vu Léo grandir, silencieux mais incroyablement doué, et elle avait souvent plaidé sa cause auprès de ceux qui ne comprenaient pas sa singularité. Son regard croisa celui de Claire, un échange de compréhension mutuelle. Lucie savait que la solution ne viendrait pas seulement des outils modernes ou des diplômes, mais aussi de l'ingéniosité locale, de l'écoute des voix marginalisées. Elle perçut le mépris à peine voilé de Chloé pour le désordre apparent du quartier et la façon dont elle ignorait Léo, une injustice qui fit naître en elle une détermination silencieuse à défendre les siens, y compris les plus singuliers. Chloé, après un rapide examen superficiel du moteur, leva les yeux vers les habitants. « Mesdames, messieurs », commença-t-elle d'un ton autoritaire, « le diagnostic est clair. Le moteur est irrécupérable sans un investissement lourd, des pièces introuvables et des mois de travail. Nous allons devoir envisager un remplacement total, ce qui prendra du temps. » Un murmure de désespoir parcourut la foule. À ce moment précis, Léo, attiré par un infime grincement qu'il était le seul à capter, fit un pas de plus vers le moteur, esquissant un geste vers le capot. Chloé le remarqua enfin, son regard s'arrêtant sur l'adolescent chétif. Un sourire teinté d'amusement et de condescendance effleura ses lèvres. « L'enfant, s'il vous plaît, ne touchez à rien. C'est une machine complexe, pas un jouet. » Sa voix, bien que polie, portait le poids d'un mépris non dissimulé pour toute interférence non professionnelle, réduisant Léo à un simple curieux, sans aucune considération pour sa perception unique. Claire et Lucie échangèrent un regard lourd de sens. Le commentaire de Chloé, tranchant comme un coup de canif, résonna dans le silence pesant. Les mécaniciens locaux, déjà résignés, acquiescèrent, tandis que M. Jean serrait les poings, la colère montant en lui. L'ingénieur donna des instructions à son équipe, qui commença à déployer des outils sophistiqués, des ordinateurs portables et des câbles, contrastant vivement avec les vieilles caisses à outils rouillés des artisans du quartier.
Le spectacle de cette technologie de pointe, impuissante face à la réalité du terrain et au désespoir des habitants, créait une tension palpable. Tous les regards, qu'ils soient méfiants, résignés ou curieux, étaient désormais rivés sur le bus, le point focal de toutes les frustrations. Léo, de son côté, avait reculé d'un pas, ses yeux toujours fixés sur le moteur, mais son esprit s'agitait, percevant les vibrations non seulement de la machine, mais aussi de l'angoisse collective, une mélodie dissonante dont il pressentait qu'il était le seul à détenir la clé. Le belvédère retenait son souffle. Le lendemain de la panne du bus L'Espoir, le quartier du belvédère se réveilla sous un voile d'inquiétude plus épais que la brume matinale. Les rires d'enfants se firent rares, remplacés par les soupirs des parents qui tentaient d'organiser des covoiturages improvisés, souvent sans succès. L'odeur habituelle du pain frais de la boulangerie se mêlait désormais à une âcre senteur d'essence stagnante et de métal froid qui émanait du bus, toujours planté là, tel un monument à l'impuissance. Les marchands du marché, leurs étals moins garnis, voyaient les clients se faire rares, les sacs de provisions restant tristement vides. Chaque heure sans le bus était un coup porté à l'économie locale, une coupe dans des salaires déjà maigres, une opportunité manquée pour les jeunes. La frustration, hier encore un murmure, s'élevait maintenant en un bourdonnement persistant, menaçant de se transformer en un cri de colère collectif. Les jours s'étiraient, lourds et interminables. Le belvédère, d'ordinaire si vivant, semblait s'être figé dans une attente douloureuse. Les écoliers, aux uniformes froissés, traînaient des pieds sur les pavés inégaux, leurs cartables lourds symbolisant le poids de l'éducation manquée, des examens ratés. Les bruits de la ville, habituellement atténués par la distance, semblaient plus lointains que jamais, accentuant le sentiment d'isolement. Les tentatives de réparation par l'équipe de Chloé Dubois avaient échoué lamentablement, leurs outils sophistiqués incapables de percer le mystère d'un moteur qui refusait obstinément de démarrer, crachant des fumées intermittentes qui ne faisaient qu'accroître l'anxiété générale. Chaque échec renforçait l'idée que le problème était insoluble, au-delà des compétences conventionnelles, un mal profond qui rongeait le cœur du quartier. Chloé Dubois, les traites tirées par les nuits blanches, mais le regard toujours aussi inflexible, ne déviait pas de son diagnostic initial. Comme je l'ai dit, le moteur est irréparable en l'état. Nous devons envisager un remplacement complet, un projet de plusieurs mois. Toute autre tentative est une perte de temps et de ressources. Sa voix, bien que plus rauque, conservait son ton autoritaire, balayant d'un revers de main les suggestions des mécaniciens locaux et les murmures de la foule. Elle jeta un regard froid vers Léo qui, malgré les avertissements, s'était de nouveau approché du bus, ses doigts effleurant les pneus. « L'enfant, vous ne comprenez pas la complexité de ce que nous faisons. Cessez d'interférer. » Son mépris était palpable, réduisant Léo à un simple obstacle, une distraction à un problème qu'elle seule, pensait-elle, était qualifiée pour résoudre. Monsieur Jean, le visage empreint d'une résignation amère, tenta d'intervenir. « Mais enfin, madame l'ingénieure, on ne peut pas attendre des mois. Les gens n'ont plus de quoi manger, les enfants sont exclus. Il n'y a pas une autre solution ?» Ces mots se heurtèrent au mur d'assurance de Chloé. « Il n'y a pas de miracle, monsieur. La science et l'ingénierie suivent des protocoles. » La tension était à son comble, palpable comme l'air chaud et lourd de l'après-midi. Les habitants, leurs visages marqués par la fatigue et la faim, sentaient la coupe se resserrer autour d'eux. La confiance envers les autorités s'effritait à chaque heure, les promesses de solutions rapides s'étant envolées en fumée, laissant derrière elles un sentiment d'abandon et de colère sourde. Léo, au milieu de ce chaos croissant, oscillait doucement, ses mains serrant plus fort sa boîte d'engrenage. Les voix des gens, les klaxons impatients des voitures, le froissement des sacs de course vides, tout cela formait une cacophonie douloureuse pour ses sens hypersensibles. Il percevait non seulement le grincement des rouages fatigués du bus, mais aussi la mélodie dissonante de la détresse collective, des vibrations de désespoir qui résonnaient dans le sol et dans l'air. Il sentait la peur, la frustration, la colère, comme des ondes de choc qui le traversaient. Son esprit méthodique, habitué à trouver l'ordre dans le désordre mécanique, était submergé par le chaos émotionnel ambiant, et il cherchait désespérément une note juste, un point d'ancrage dans cette symphonie discordante. La nuit suivante, une averse inattendue s'abattit sur le belvédère, transformant les ruelles en torrents boueux, comme si le ciel lui-même pleurait la misère du quartier. Le bus, sous la pluie battante, semblait plus isolé et abandonné que jamais. Les lumières des maisons s'éteignaient une à une, plongeant le quartier dans une obscurité angoissante. Au loin, on entendit une ambulance,
puis une autre, les sirènes déchirant le silence de la nuit, signe des conséquences sanitaires de l'isolement. La situation avait atteint un point de non-retour. Comment la communauté allait-elle survivre? Et Léo, ce jeune homme si singulier, allait-il trouver un moyen de faire entendre sa voix, de décrypter le langage secret de la machine et de la communauté avant qu'il ne soit trop tard? Les jours qui suivirent la panne du bus L'Espoir virent l'équipe de Chloé Dubois redoubler d'efforts, leur présence stérile et leurs équipements high-tech contrastant avec le désespoir croissant du belvédère. Des scanners sophistiqués furent branchés au moteur, des câbles serpentant sur l'asphalte fissuré et des ordinateurs portables affichèrent des diagrammes complexes en temps réel. L'air s'emplit du bourdonnement des diagnostics électroniques, une mélodie froide et impersonnelle, loin des bruits familiers du quartier. Les mécaniciens locaux, jadis si fiers de leur système D, observaient impuissants la scène, leurs mains calleuses démangeant de pouvoir aider, mais leurs outils rudimentaires semblaient dérisoires face à cette débauche de technologie. Une lueur d'espoir fugace traversa la foule, avant de s'éteindre sous le poids des promesses non tenues. Léo, adossé à un mur, ses yeux fixés sur les écrans lumineux, percevait la fausseté de cette approche, les données brutes ne captant pas la voix du moteur. Une tentative de démarrage, orchestrée avec une précision clinique par Chloé, se solda par un échec retentissant. Le moteur, après un râle hésitant, cracha une volute de fumée plus épaisse et plus âcre que jamais, suivie d'un sifflement strident qui fit grimacer Léo, le forçant à presser plus fort sa boîte d'engrenage. Un murmure de déception parcourut la foule, se transformant vite en soupir las et en hochement de tête résigné. Monsieur Jean, les poings serrés, détourna le regard, la défaite gravée sur son visage. Chloé, le front plissé, déclara d'une voix sèche « C'est confirmé. Le bloc moteur est définitivement endommagé. Il faut envisager un remplacement total. » Son diagnostic, bien que logique pour elle, sonnait comme une sentence de mort pour le quartier, une preuve irréfutable de l'incapacité des experts à comprendre la véritable nature du problème. Les jours suivants, les échecs s'accumulèrent. Les équipes de Chloé tentèrent des réparations plus invasives. Des pièces furent démontées avec des clés à choc bruyantes, des capteurs remplacés, des filtres nettoyés, mais le moteur restait désespérément silencieux ou ne produisait que des grognements sporadiques, comme un animal blessé. L'odeur d'huile neuve se mêlait à celle du diesel stagnant, créant un mélange écœurant. Le sol autour du bus se couvrit d'outils abandonnés, de chiffons souillés et de pièces détachées, un cimetière mécanique témoignant de l'impuissance. Chaque tentative avortée était un coup de marteau sur la moralité déjà fragile des habitants, un rappel constant de leur isolement croissant. Léo, lui, observait chaque mouvement, chaque son, chaque vibration, son esprit cataloguant les erreurs, identifiant les lacunes dans l'approche, comme un détective silencieux devant une scène de crime. La moralité collective du belvédère s'effondrait à vue d'œil. Les rires d'enfants avaient presque disparu, remplacés par le silence pesant des rues, à peine troublés par les conversations chuchotées et les plaintes amères. Les marchands rangeaient leurs étals plus tôt, leurs visages marqués par l'inquiétude, les clients se faisant de plus en plus rares. Les parents, épuisés par les trajets à pied ou les combines de covoiturage, affichaient une résignation qui faisait mal à voir. Lucie tentait de réconforter, de mobiliser, mais la lassitude était trop grande. « On est abandonné », souffla une vieille femme, ses yeux rivés sur le bus immobile. « Ils ne comprennent rien à notre vie ici. » Le sentiment d'être invisible, de ne pas être entendu, rongeait la communauté, transformant la frustration en une amertume profonde et dangereuse. Chloé Dubois, malgré les échecs répétés de son équipe et l'évidence de leur incapacité à résoudre le problème, restait inflexible, son arrogance intacte. « Il n'y a rien à faire », répétait-elle, sa voix tranchante. « Le moteur est mort. Nous devons commander un nouveau bus, cela prendra des mois. » Son regard glissa sur Léo qui s'était approché du bus, ses doigts effleurant une partie du châssis. « Encore lui », pensa-t-elle avec un soupir exaspéré, le considérant comme un simple enfant turbulent, une nuisance à ses protocoles. Elle ne voyait pas l'intensité de son regard, la finesse de ses doigts qui captaient des micro-vibrations imperceptibles, ni la complexité des schémas qui s'imbriquaient dans son esprit. Pour elle, Léo n'était qu'un élément perturbateur, une aberration dans un monde qu'elle croyait pouvoir maîtriser par la seule force de la logique et des diplômes. Alors que la nuit tombait, drapant le belvédère d'une obscurité angoissante, une annonce officielle fut faite par la mairie. Le bus L'Espoir était déclaré hors service pour une durée indéterminée. Un silence de mort s'abattit sur la foule, un silence plus lourd que le vacarme d'une panne.
Les visages se figèrent, la nouvelle tombant comme un couperet. Des murmures de colère sourde commencèrent à s'élever, menaçant de se transformer en un véritable tollé. Le quartier était coupé du monde, son poumon économique asphyxié. Léo, au milieu de ce chaos émotionnel, ne bougea pas. Ses yeux, d'une clarté déconcertante, restaient fixés sur le moteur, non pas sur les pièces cassées, mais sur la défaillance fondamentale, la note dissonante que seul son esprit était capable de décrypter. Il ressentait l'urgence, la détresse, et une conviction grandissait en lui. Il savait. La nouvelle de l'arrêt indéterminé du bus L'Espoir frappa le belvédère comme un coup de massue, asséchant les dernières gouttes d'espoir. Les murmures de colère sourde s'étaient mués en un bourdonnement menaçant, la tension prête à éclater. Monsieur Jean, le visage ravagé par l'impuissance, se tenait au milieu de la foule, les mains tremblantes. « On ne peut pas rester là à attendre », s'écria une femme, ces mots résonnant dans le silence oppressant. C'est alors que Lucie, les yeux fixés sur Léo qui, imperturbable, continuait de fixer le bus, prit la parole, sa voix claire portant au-dessus du désespoir ambiant. « Et si on donnait sa chance à Léo ? Il passe ses journées à étudier ce bus. Il voit des choses que personne d'autre ne voit. Nos mécaniciens ont échoué, l'ingénieur aussi. Qu'avons-nous à perdre ?» Ces paroles, bien qu'audacieuses, furent accueillies par un mélange de surprise et de scepticisme, certains habitants se tournant vers Léo avec curiosité, d'autres avec méfiance. Chloé Dubois, interrompue dans ses explications techniques à un assistant, tourna son regard glacial vers Lucie, puis vers Léo, un sourire moqueur effleurant ses lèvres fines. « Vraiment, vous suggérez qu'un enfant, un adolescent qui plus est, avec des particularités, puisse résoudre un problème que mes équipes d'ingénieurs qualifiés n'ont pas réussi à percer? C'est de l'irresponsabilité. Ce n'est pas un jeu, c'est un moteur complexe, fruit de décennies de recherche, pas une horloge de grand-père. » Ces mots empreints d'un capacitisme évident blessèrent Léo qui se recroquevilla légèrement sur lui-même, sa boîte d'engrenage se serrant convulsivement dans sa paume. Les regards dubitatifs de certains habitants, influencés par la condescendance de Chloé, accentuèrent son malaise, les ondes de méfiance et de jugement le submergeant. Le bruit des klaxons lointains et le froissement des sacs vides résonnèrent plus fort à ses oreilles, menaçant de le déborder. Léo, les épaules voûtées, sentit le poids de tous ces regards sur lui, la pression de l'attente et du jugement l'écrasant. Son corps se balança imperceptiblement, un mécanisme d'autorégulation face à l'angoisse grandissante. C'est à ce moment que grand-mère Claire, son visage ridé empreint d'une détermination tranquille, s'avança, posant une main douce sur l'épaule de Léo. « Chloé, ma chère, Léo voit le monde différemment. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il n'a pas de diplôme, c'est vrai, mais il a une compréhension intuitive des machines, une connexion que vos ordinateurs ne peuvent pas mesurer. Laissez-le essayer, pour le bien du quartier. » Sa voix, douce mais ferme, portait le poids de l'expérience et de l'amour, un baume pour l'esprit agité de Léo. Lucie acquiesça, renforçant le plaidoyer de Claire, tandis que Monsieur Jean, le désespoir le rongeant, se tut, observant Léo avec une lueur d'espoir naissante. Face à la pression collective et au désespoir palpable, Chloé Dubois soupira, un geste de résignation calculé. « Très bien, 10 minutes, pas plus. Mais s'il touche à quoi que ce soit, c'est terminé. Et ne vous attendez pas à des miracles. Ce n'est que du temps perdu. » Son ton restait empreint de scepticisme, mais la porte même entr'ouverte l'était. Monsieur Jean, les yeux rivés sur Léo, hocha lentement la tête, un accord silencieux. Léo, encouragé par le contact réconfortant de sa grand-mère, fit un pas hésitant vers le bus, les yeux toujours fixés sur le capot entr'ouvert. Le vacarme du quartier sembla s'estomper, remplacé par le battement de son propre cœur et le bourdonnement lointain de la machine, une symphonie silencieuse que lui seul pouvait déchiffrer. Léo s'approcha du moteur, ses doigts fins effleurant la carrosserie tiède, puis le métal froid du bloc moteur. Il ne sortit aucun outil, ne manipula aucun fil. Ses yeux, d'une intensité rare, parcouraient chaque recoin, son ouïe hypersensible cherchant les micro-vibrations, les murmures des pièces fatiguées. Il sentit le déséquilibre, une dissonance au cœur même du système de combustion. L'odeur du diesel, hier âcre et repoussante, se transforma en un indice, une signature olfactive. Il ferma les yeux un instant, ses sens s'aiguisant, percevant le flux anormal du carburant, un léger tremblement dans une conduite, une respiration irrégulière du moteur. Ce n'était pas une panne classique, mais une série de défaillances interconnectées, une mélodie fausse dans le concert mécanique, dont la clé se trouvait dans un élément minuscule, un point de blocage que personne n'avait détecté.
Léo rouvrit les yeux, son regard posé sur un point précis du moteur, un endroit insignifiant pour les autres. Il leva un doigt, le pointant avec une précision déconcertante. « Le filtre à carburant », dit-il d'une voix monocorde, presque inaudible, mais qui résonna dans le silence. Il est encrassé, et une micro-fissure sur la conduite d'injection à cause de la vibration anormale du support du moteur. La pression n'est pas stable. Monsieur Jean et Lucie échangèrent un regard stupéfait. Chloé, le front plissé, s'approcha, son scepticisme vacillant un instant face à la précision inattendue. Léo, le visage impassible, avait posé son diagnostic initial, incomplet mais percutant. Le belvédère retenait son souffle, une étincelle d'espoir, aussi infime soit-elle, venant d'être allumée par le plus inattendu de ses habitants. Le jeune homme singulier venait de prendre sa place au centre de la scène, son rôle désormais actif et indéniable. L'annonce de Léo, à peine audible mais si percutante, laissa la foule en suspens. Un silence étonné s'installa, brisé seulement par le sifflement lointain d'une cocotte minute et les cris persistants des mouettes. Chloé Dubois, les sourcils froncés d'incrédulité, s'apprêtait à rétorquer, son esprit scientifique refusant d'admettre une telle intuition non conventionnelle. Cependant, le désespoir ambiant était si palpable, et la précision inattendue du jeune homme si déconcertante, qu'un murmure d'espoir, fragile comme une bulle de savon, commença à se propager parmi les habitants. Léo, lui, sentit la pression monter, les regards braqués sur lui, les voix qui s'élevaient de nouveau, même chuchotées. Tout cela formait une cacophonie sensorielle qui menaçait de le submerger. Ses épaules se contractèrent, sa boîte d'engrenage serrait si fort que ses phalanges blanchirent. Il avait besoin d'ordre, de calme, d'un espace où son esprit pourrait se concentrer sans les assauts du monde extérieur. Grand-mère Claire, percevant l'angoisse de son petit-fils, s'avança calmement. Son regard bienveillant balaya la foule, puis se posa sur Léo, ses yeux lançant un message silencieux de soutien. « S'il vous plaît, dit-elle d'une voix douce mais ferme, Léo a besoin de calme. Reculez un peu, laissez-lui de l'espace. » Monsieur Jean, dont le visage portait encore les stigmates de la déception, fut le premier à obtempérer, s'écartant respectueusement. Lucie, comprenant l'urgence, commença à guider les autres, expliquant à voix basse « Il est très sensible au bruit. Il faut qu'il puisse se concentrer. » Progressivement, la foule recula, créant un cercle de silence autour du bus. Une bulle protectrice qui permit à Léo de relâcher légèrement sa prise sur son objet fétiche. L'air, un instant saturé de tension, commença à s'apaiser, et Léo respira plus calmement, ses sens commençant à se réaligner. Les premières adaptations furent simples, mais cruciales. Lucie, aidée de quelques jeunes du quartier, trouva de vieilles bâches et des couvertures épaisses dans un entrepôt voisin. Elles furent utilisées pour créer une sorte de paravent et d'écran visuel autour de la zone du moteur, bloquant les reflets aveuglants du soleil couchant et réduisant les bruits de fond du quartier. L'odeur persistante du diesel et du métal chaud restait, mais elle était désormais contenue, moins agressive. Une lampe torche à lumière douce fut allumée, fournissant un éclairage ciblé et constant sur le moteur, évitant les ombres mouvantes et les scintillements qui perturbaient Léo. Cet espace confiné, presque ritualisé, devint son sanctuaire temporaire, un lieu où son hyperfocalisation pouvait prendre le dessus, le libérant des agressions sensorielles constantes du belvédère. La concentration commença à se lire sur son visage. Au fur et à mesure que l'environnement s'adaptait à ses besoins, Léo s'enfonçait dans sa concentration. Ses mouvements, d'abord hésitants, devinrent plus fluides, presque gracieux. Il ne se précipitait pas. Chaque geste était mesuré. Ses doigts fins et agiles effleurèrent les conduites, les câbles, les boulons, comme s'il lisait un braille mécanique. Il se penchait, l'oreille tendue vers le bloc moteur, écoutant des fréquences imperceptibles pour les autres, des micro-vibrations qui lui parlaient d'un langage secret. Monsieur Jean, d'abord sceptique, observait maintenant avec une curiosité mêlée d'un respect grandissant. Il voyait que Léo ne jouait pas. Il travaillait avec une intensité et une méthode qui dépassaient les compétences des mécaniciens locaux. Même Chloé, malgré elle, sentit un frisson d'incertitude la traverser, l'assurance de ses certitudes scientifiques commençant à vaciller face à cette approche si différente. Grand-mère Claire, toujours silencieusement présente, s'approcha de Léo. Elle ne le toucha pas directement, mais lui tendit une petite pochette en toile, usée par le temps. À l'intérieur, Léo trouva un jeu de clés plates miniatures, d'une précision horlogère et un petit miroir d'inspection flexible, des outils qu'il utilisait pour ses montres. « Pour les petits recoins, mon Léo.
murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Léo hocha la tête, un sourire fugace presque imperceptible, se dessinant sur ses lèvres, une connexion silencieuse qui en disait long sur leur compréhension mutuelle. Il prit également un carnet aux pages jaunies et un crayon à mine très fine de sa poche, prêts à esquisser de nouveaux diagrammes. Ces objets, familiers et réconfortants, étaient ses extensions, lui permettant de traduire ses perceptions sensorielles en informations tangibles et d'agir avec une précision chirurgicale sur ce qui était invisible à l'œil nu. Léo, désormais pleinement immergé, son esprit clair et ses sens affûtés, se prépara à agir. Il se positionna devant le moteur, les clés miniatures et le miroir d'inspection dans une main, son carnet et son crayon dans l'autre. Le belvédère retenait son souffle, les visages des habitants éclairés par la faible lumière, les yeux rivés sur ce jeune homme si singulier. Il ne montrait aucune hésitation, aucune peur. Il savait ce qu'il cherchait, une anomalie infime, une note dissonante qui avait échappé à tous les autres. Il leva le miroir d'inspection, l'inséra avec une dextérité surprenante dans un interstice étroit près du filtre à carburant, ses yeux suivant le reflet, cherchant cette micro-fissure invisible. Le destin du quartier reposait désormais sur la précision de ses doigts et la clarté de sa perception unique, sur le point de révéler le secret le plus profond du bus L'Espoir. Léo, désormais immergé dans sa bulle de concentration, inséra le petit miroir d'inspection avec une dextérité surprenante, ses yeux rivés sur le reflet déformé du métal. Là, niché entre deux raccords, la micro-fissure qu'il avait intuitivement identifiée se révéla, fine comme un cheveu, mais suffisante pour perturber le délicat équilibre de la pression. Ses doigts fins effleurèrent la conduite, sentant la légère variation de température que personne d'autre n'aurait perçue, une signature thermique de la fuite. L'odeur du carburant stagnait, mais pour Léo, elle portait une anomalie olfactive distincte. Chloé Dubois, les bras croisés, observait avec une moue sceptique, son esprit luttant pour concilier l'évidence visuelle et son dédain initial. Monsieur Jean et Lucie, eux, échangèrent des regards chargés d'un espoir timide, leurs yeux fixés sur les mouvements précis du jeune homme, si différents des gestes brusques des mécaniciens habituels. Avec une concentration quasi méditative, Léo commença à nettoyer le filtre à carburant, ces petits outils miniatures maniés avec une précision chirurgicale. Chaque fragment de saleté retiré, chaque passage du pinceau fin était un pas vers la restauration de l'ordre. Le filtre, d'abord encrassé d'une boue noirâtre et visqueuse, retrouva progressivement sa teinte grisâtre d'origine, comme si la machine reprenait un souffle plus pur. Un léger sifflement, à peine perceptible pour les autres, s'atténua à chaque geste de Léo, signe pour lui d'une amélioration significative de la circulation du carburant. Le silence attentif du quartier, maintenu par Claire et Lucie, était un baume pour ses sens, lui permettant d'écouter les murmures du moteur. Chloé, malgré elle, se pencha légèrement, une curiosité inavouée commençant à percer son masque de rationalité. Chloé, visiblement agacée par cette avancée inattendue et non conventionnelle, s'approcha, son regard scrutant le travail de Léo avec une intensité nouvelle, teintée d'une pointe d'agressivité professionnelle. « Qu'est-ce que vous faites exactement ?» demanda-t-elle d'une voix plus sèche, brisant la bulle de concentration de Léo. « Nous avons des protocoles stricts, et cette méthode n'en fait pas partie. » Ces mots percutèrent Léo qui se tendit, le bruit des conversations lointaines et le froissement des bâches semblant s'intensifier, menaçant de le submerger. De plus, une pièce adjacente, un petit raccord corrodé et grippé, se montra plus récalcitrante que prévu, refusant de se desserrer, comme si le bus lui-même résistait à l'intrusion, ajoutant une couche de frustration à la tension ambiante. Face à l'obstacle inattendu et la pression montante, Léo sentit son corps se balancer plus distinctement, ses mains serrant sa boîte d'engrenage. Le raccord, rouillé et obstiné, semblait défier sa logique. Il ferma les yeux un instant, les sons ambiants se transformant en une cacophonie, avant de se concentrer sur le problème spécifique. Il visualisa les engrenages de sa boîte, cherchant une solution. Une idée, fulgurante et non conventionnelle, traversa son esprit. Il ouvrit les yeux, son regard vif, et ignorant Chloé, chercha du regard Monsieur Jean. « Un peu d'huile, de cuisson, pour le raccord, » dit-il, sa voix monocorde. Monsieur Jean, d'abord perplexe, acquiesça, se souvenant des vieilles astuces de son grand-père. Claire posa une main rassurante sur l'épaule de Léo, un soutien silencieux. Monsieur Jean revint rapidement avec une petite bouteille d'huile d'olive de sa cuisine, l'odeur familière se mêlant à celle du diesel. Léo, avec une finesse étonnante,
en appliqua quelques gouttes sur le raccord récalcitrant. Il attendit un instant, ses sens à l'affût, puis, avec une clé miniature, il tenta à nouveau de le desserrer. Un léger craquement se fit entendre, non pas un son de rupture, mais de libération. Le raccord tourna lentement d'abord, puis avec plus de fluidité. Léo put alors le retirer et le remplacer par une pièce de rechange neuve que Claire avait miraculeusement dénichée dans une vieille boîte à outils. Une micro-victoire, silencieuse mais significative, balaya le désespoir. Un léger murmure d'admiration parcourut la foule, tandis que Chloé, les yeux écarquillés, observait, son assurance se fissurant sous le poids de l'évidence. Le moment de vérité arriva. Léo, le visage impassible, fit un pas en arrière, son travail pour cette phase achevée. Il pointa du doigt le moteur, un geste bref mais clair. Monsieur Jean, le cœur battant à tout rompre, s'installa derrière le volant, ses mains tremblantes sur la clé de contact. Il lança le moteur. Un râle rauque plus fort que les fois précédentes s'éleva, suivi d'une toux métallique qui fit sursauter certains. Puis, contre toute attente, un toussautement régulier, une pulsation timide mais indéniable, comme un cœur qui reprend vie. Le moteur ne tournait pas encore à plein régime, mais il respirait, un battement retrouvé, même faible. Une onde de choc parcourut la foule, des murmures d'étonnement, puis des exclamations de joie contenues. Chloé Dubois, les yeux écarquillés, recula d'un pas, son visage livide. L'impossible venait de se produire. Le bus L'Espoir n'était pas encore sauvé, mais la mort annoncée s'était transformée en un coma profond avec un signe vital, grâce à la perspicacité de Léo, le jeune homme singulier. Léo, malgré le battement retrouvé du moteur, sentait que la symphonie mécanique restait incomplète. Une note fondamentale manquait à l'orchestre. Ses doigts fins effleurèrent de nouveau le bloc, percevant au-delà des vibrations superficielles une résonance subtilement discordante. Un tremblement infime mais constant dans le support moteur, celui-là même qu'il avait mentionné. L'odeur du diesel, bien que moins âcre, portait encore la signature d'une combustion imparfaite, un déséquilibre interne que seuls ses sens hypersensibles pouvaient déchiffrer. Il ferma les yeux un instant, visualisant les flux d'énergie, les forces en jeu, les rouages invisibles qui luttaient pour trouver leur équilibre. C'était comme si le bus respirait, mais avec un poumon endommagé, une défaillance plus profonde que de simples pièces encrassées, un problème d'alignement, une torsion infime menaçant la structure même. Chloé Dubois, reprenant ses esprits, s'avança, son visage toujours pâle mais sa voix retrouvant un semblant d'autorité. « Ce n'est qu'un sursis », déclara-t-elle, son regard balayant la foule en quête d'approbation. « Le moteur est trop endommagé pour tenir. Il faut un diagnostic complet. » Un murmure d'anxiété parcourut la foule, la tension remontant. Léo, sans la regarder, pointa du doigt un boulon à la base du support moteur, presque invisible sous une couche de graisse séchée. « Ce support, il est décalé », prononça-t-il d'une voix monocorde. Une vibration anormale le désaligne. Le moteur travaille en porte-à-faux. C'est ça qui a provoqué les micro-fissures et encrassé le filtre. Il traça rapidement un diagramme complexe sur le sol poussiéreux, montrant les forces de torsion et les points de stress, un langage que seuls les passionnés de mécanique pouvaient suivre. Le temps pressait. La lumière du crépuscule s'épaississait et l'ombre du bus s'allongeait menaçante. Léo, sans attendre de permission, s'agenouilla. Il sortit de sa petite pochette une clé à molette minuscule et un niveau à bulle de précision, des outils qu'il utilisait pour les mécanismes d'horlogerie. Ses doigts, d'une agilité déconcertante, commencèrent à desserrer le boulon incriminé puis à l'ajuster avec une précision millimétrique, vérifiant l'alignement avec le niveau à bulle. Chaque quart de tour était mesuré, chaque vibration sous ses paumes analysée. Le bruit des klaxons au loin, le brouhaha du quartier, tout semblait s'estomper autour de lui, remplacé par le seul murmure du métal et le rythme de sa propre respiration. La sueur perlait sur son front, mais son regard restait d'une clarté absolue, son hyperfocalisation à son paroxysme. Chloé, intriguée malgré elle, s'approcha, son regard scrutant chaque mouvement de Léo. « Ce n'est pas la procédure standard », dit-elle d'une voix presque inaudible, son assurance vacillant. « Vous risquez d'aggraver la situation. » Ces mots, comme des aiguilles, piquèrent Léo, qui se balança imperceptiblement, mais il ne répondit pas, trop absorbé par la tâche. Monsieur Jean et Lucie, les yeux rivés sur le jeune homme, échangèrent un regard d'inquiétude, sentant la pression exercée par l'ingénieur. La foule retenait son souffle, consciente de l'enjeu, chaque minute semblant s'étirer en une éternité. Le sort du quartier reposait sur les mains de Léo, et la tension était palpable, lourde comme l'air d'avant l'orage.
Après ce qui sembla une éternité, Léo resserra le boulon avec une précision chirurgicale, son niveau à bulle indiquant un alignement parfait. Il se releva, son visage impassible, mais un léger frémissement parcourait son corps. Il pointa du doigt le moteur, un geste bref mais définitif. « C'est bon », dit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Le déséquilibre est corrigé. Il avait rétabli l'harmonie. La symphonie mécanique était enfin juste. Monsieur Jean, le cœur battant la chamade, reprit sa place au volant. Il respira profondément, le regard fixé sur Léo, puis tourna la clé de contact, un geste lourd de conséquences. Le belvédère tout entier retenait son souffle, chaque habitant priant silencieusement pour un miracle. Le moteur, cette fois, ne toussa pas, ne cracha pas de fumée. Il rugit, un rugissement profond, puissant, régulier, qui fit vibrer l'asphalte sous les pieds de la foule. Les lumières du bus s'allumèrent, éclatantes, illuminant les visages stupéfaits. L'odeur du diesel, maintenant propre et régulière, remplit l'air. Une odeur de travail et de vie. Monsieur Jean, les larmes aux yeux, frappa joyeusement le volant. La foule explosa. Cris de joie, applaudissements, des larmes coulaient sur les joues ridées, des sourires éclatants sur les visages des enfants. Chloé Dubois, le visage livide, recula d'un pas, ses lunettes embuées par l'émotion contenue. Son monde de protocoles et de certitudes scientifiques venait de s'effondrer devant la preuve irréfutable du génie intuitif de Léo. Le bus L'Espoir était de retour, plus fort que jamais, et le belvédère, rebranché au monde, exultait. Le rugissement du moteur du bus L'Espoir, puissant et régulier, emplissait désormais l'air du belvédère, un son que personne n'avait cru entendre à nouveau. Ce n'était plus un râle agonisant, mais une mélodie vibrante de vie, une promesse de retour à la normale. Les phares, d'abord timides, s'étaient intensifiés, projetant des faisceaux lumineux sur les visages ébahis de la foule, révélant des larmes de joie et des sourires éclatants. L'odeur âcre du diesel brûlé s'était transformée en une fragrance plus propre, plus régulière, signe d'une combustion parfaite, celle d'une machine qui fonctionnait enfin comme il se doit. Monsieur Jean, les mains toujours agrippées au volant, laissait les larmes couler librement sur ses joues burinées, un rire rauque d'incrédulité et de soulagement s'échappant de sa gorge. Le belvédère, jadis plongé dans le désespoir, retrouvait son souffle, son cœur mécanique battant à nouveau avec force et régularité. L'onde de choc de l'émerveillement se propagea à travers la foule, se transformant en une explosion de jubilation collective. Des cris de joie fusèrent, des applaudissements éclatèrent, résonnant entre les murs des vieilles maisons. Les habitants se précipitaient vers le bus, certains le touchant comme pour s'assurer de sa réalité, d'autres se congratulant mutuellement, les visages illuminés par une joie pure et contagieuse. Les enfants, qui avaient manqué l'école pendant des jours, sautaient de bonheur, leur rire cristallin se mêlant aux exclamations des adultes. Les marchands ambulants, dont les affaires avaient périclité, affichaient des sourires radieux, imaginant déjà le retour des clients. Le belvédère, qui avait retenu son souffle pendant des jours, exultait, libérant une énergie palpable, un mélange de soulagement et d'une gratitude immense pour ce miracle inattendu qui venait de se produire sous leurs yeux. Au milieu de ce tumulte joyeux, Léo restait immobile, son visage impassible, presque détaché. Le vacarme des acclamations, d'ordinaire si agressif pour ses sens, semblait cette fois se fondre en une mélodie harmonieuse, un écho lointain de la symphonie mécanique qu'il venait de réparer. Il ne recherchait pas la reconnaissance, ni les applaudissements. Sa satisfaction était interne, profonde, celle d'un esprit qui avait trouvé l'ordre dans le chaos, une énigme résolue. Ses yeux, d'une clarté inhabituelle, balayaient le moteur, percevant la fluidité des flux, l'absence de toute vibration anormale, le ronronnement parfait. Le poids des attentes et de l'angoisse collective s'estompait, laissant place à une paix intérieure, une certitude silencieuse que le bus, ce cœur du quartier, avait retrouvé son battement juste et que son hyperfocalisation avait sauvé le belvédère. Chloé Dubois, le visage livide, recula d'un pas, ses lunettes embuées par une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. Son monde de certitudes scientifiques, de protocoles rigoureux et de diagnostics irréfutables s'était effondré en quelques minutes devant l'évidence du génie intuitif de Léo. Les outils sophistiqués de son équipe, ses ordinateurs affichant des données complexes, tout cela semblait dérisoire face à la simplicité déconcertante de la solution trouvée par un adolescent qu'elle avait si dédaigneusement qualifié de bizarre. Elle ne dit rien, son silence était plus éloquent que n'importe quelle excuse, un mélange de stupeur, de frustration et d'une pointe d'humiliation.
Elle ne pouvait plus ignorer Léo, ni le rejeter comme une simple nuisance. La réalité brute de son échec et du succès éclatant du jeune homme était une gifle en plein visage, la forçant à reconsidérer toutes ses convictions. Le retour du bus L'Espoir fut bien plus qu'une simple réparation mécanique. Ce fut une résurrection pour le Belvédère. Les conversations reprenaient avec ferveur, les habitants planifiant déjà leur trajet du lendemain, les rendez-vous manqués, les opportunités retrouvées. L'odeur du café, du pain frais et des olives, un instant éclipsée par celle du diesel et du métal froid, revint en force, comme si le quartier retrouvait son parfum original. Les marchands se mirent à crier leur promotion avec un entrain renouvelé. Les enfants se mirent à courir dans les rues, leurs sacs d'école désormais légers dans leurs esprits. Le sentiment d'isolement s'évaporait, remplacé par une vague d'optimisme contagieux. Le bus, ce vieux mastodonte rouillé, était redevenu le cordon ombilical du Belvédère avec le reste de Marseille, un symbole tangible de la résilience communautaire et de l'espoir retrouvé, pulsant au cœur de la ville. Alors que les célébrations commençaient à s'estomper, laissant place à un murmure de satisfaction, Monsieur Jean, Lucie et grand-mère Claire s'approchèrent de Léo, qui observait toujours le moteur, comme s'il s'assurait que son battement restait juste. Les regards de la foule se tournèrent envers lui, non plus avec méfiance ou curiosité, mais avec une admiration et une gratitude profonde. Léo n'était plus le gamin silencieux ou le bizarre. Il était devenu le sauveur du Belvédère, celui qui avait percé le secret du bus là où tous les experts avaient échoué. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour lui, un chapitre de reconnaissance et de compréhension. Le soleil, qui avait baigné le quartier de sa lumière implacable pendant les jours de désespoir, se couchait enfin, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées, comme pour saluer le jeune héros de l'ombre qui venait de briller de 1000 feux. Le rugissement du moteur du bus L'Espoir, puissant et régulier, emplissait désormais l'air du Belvédère, un son que personne n'avait cru entendre à nouveau. Ce n'était plus un râle agonisant, mais une mélodie vibrante de vie, une promesse de retour à la normale. Les phares, d'abord timides, s'étaient intensifiés, projetant des faisceaux lumineux sur les visages ébahis de la foule, révélant des larmes de joie et des sourires éclatants. L'odeur âcre du diesel brûlé s'était transformée en une fragrance plus propre, plus régulière, signe d'une combustion parfaite, celle d'une machine qui fonctionnait enfin comme il se doit. Monsieur Jean, les mains toujours agrippées au volant, laissait les larmes couler librement sur ses joues burinées, un rire rauque d'incrédulité et de soulagement s'échappant de sa gorge. Le Belvédère, jadis plongé dans le désespoir, retrouvait son souffle, son cœur mécanique battant à nouveau avec force et régularité. L'onde de choc de l'émerveillement se propagea à travers la foule, se transformant en une explosion de jubilation collective. Des cris de joie fusèrent, des applaudissements éclatèrent, résonnant entre les murs des vieilles maisons. Les habitants se précipitaient vers le bus, certains le touchant comme pour s'assurer de sa réalité, d'autres se congratulant mutuellement, les visages illuminés par une joie pure et contagieuse. Les enfants, qui avaient manqué l'école pendant des jours, sautaient de bonheur, leur rire cristallin se mêlant aux exclamations des adultes. Les marchands ambulants, dont les affaires avaient périclité, affichaient des sourires radieux, imaginant déjà le retour des clients. Le Belvédère, qui avait retenu son souffle pendant des jours, exultait, libérant une énergie palpable, un mélange de soulagement et d'une gratitude immense pour ce miracle inattendu qui venait de se produire sous leurs yeux. Au milieu de ce tumulte joyeux, Léo restait immobile, son visage impassible, presque détaché. Le vacarme des acclamations, d'ordinaire si agressif pour ses sens, semblait cette fois se fondre en une mélodie harmonieuse, un écho lointain de la symphonie mécanique qu'il venait de réparer. Il ne recherchait pas la reconnaissance, ni les applaudissements. Sa satisfaction était interne, profonde, celle d'un esprit qui avait trouvé l'ordre dans le chaos, une énigme résolue. Ses yeux, d'une clarté inhabituelle, balayaient le moteur, percevant la fluidité des flux, l'absence de toute vibration anormale, le ronronnement parfait. Le poids des attentes et de l'angoisse collective s'estompait, laissant place à une paix intérieure, une certitude silencieuse que le bus, ce cœur du quartier, avait retrouvé son battement juste et que son hyperfocalisation avait sauvé le Belvédère. Chloé Dubois, le visage livide, recula d'un pas, ses lunettes embuées par une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. Son monde de certitudes scientifiques, de protocoles rigoureux et de diagnostics irréfutables s'était effondré en quelques minutes devant l'évidence du génie intuitif de Léo. Les outils sophistiqués de son équipe, ses ordinateurs affichant des données complexes,
Tout cela semblait dérisoire face à la simplicité déconcertante de la solution trouvée par un adolescent qu'elle avait si dédaigneusement qualifié de bizarre. Elle ne dit rien. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle excuse, un mélange de stupeur, de frustration et d'une pointe d'humiliation. Elle ne pouvait plus ignorer Léo, ni le rejeter comme une simple nuisance. La réalité brute de son échec et du succès éclatant du jeune homme était une gifle en plein visage, la forçant à reconsidérer toutes ses convictions. Le retour du bus L'Espoir fut bien plus qu'une simple réparation mécanique. Ce fut une résurrection pour le Belvédère. Les conversations reprenaient avec ferveur, les habitants planifiant déjà leur trajet du lendemain, les rendez-vous manqués, les opportunités retrouvées. L'odeur du café et du pain frais et des olives, un instant éclipsée par celle du diesel et du métal froid, revint en force, comme si le quartier retrouvait son parfum original. Les marchands se mirent à crier leur promotion avec un entrain renouvelé. Les enfants se mirent à courir dans les rues, leurs sacs d'école désormais légers dans leurs esprits. Le sentiment d'isolement s'évaporait, remplacé par une vague d'optimisme contagieux. Le bus, ce vieux mastodonte rouillé, était redevenu le cordon ombilical du Belvédère avec le reste de Marseille, un symbole tangible de la résilience communautaire et de l'espoir retrouvé, pulsant au cœur de la ville, alors que les célébrations commençaient à s'estomper, laissant place à un murmure de satisfaction. Monsieur Jean, Lucie et grand-mère Claire s'approchèrent de Léo, qui observait toujours le moteur, comme s'il s'assurait que son battement restait juste. Les regards de la foule se tournèrent vers lui, non plus avec méfiance ou curiosité, mais avec une admiration et une gratitude profonde. Léo n'était plus le gamin silencieux ou le bizarre. Il était devenu le sauveur du Belvédère, celui qui avait percé le secret du bus, là où tous les experts avaient échoué. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour lui, un chapitre de reconnaissance et de compréhension. Le soleil, qui avait baigné le quartier de sa lumière implacable pendant les jours de désespoir, se couchait enfin, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées, comme pour saluer le jeune héros de l'ombre qui venait de briller de mille feux. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis que le vrombissement retrouvé du bus L'Espoir avait résonné dans les ruelles du Belvédère, et la vie de Léo, tout en conservant ses rituels apaisants, avait pris une nouvelle dimension. Son petit établi dans la cuisine de Claire était devenu un véritable atelier, où l'odeur du café se mêlait désormais à celle du métal poli et des huiles fines. Il travaillait sur des commandes de plus en plus complexes, des mécanismes d'horlogerie anciens pour des collectionneurs marseillais, des moteurs de pointus pour les pêcheurs du Vieux-Port, et même des réparations délicates sur des équipements de boulangerie pour les commerçants du quartier. Sa confiance avait grandi, ses mouvements étaient plus assurés, et bien qu'il évitât toujours le contact visuel direct, son regard était moins fuyant, empreint d'une nouvelle certitude. Le Belvédère, fier de son jeune prodige, avait embrassé son talent singulier, reconnaissant en lui la quintessence du système D marseillais, une ingéniosité qui ne s'apprenait pas sur les bancs de l'école. Le quartier lui-même avait connu une transformation subtile mais profonde. Le bus L'Espoir, repeint d'un bleu azur vibrant, continuait de sillonner les rues escarpées avec une régularité exemplaire, son moteur ronronnant comme un chat satisfait. Mais au-delà du simple service de transport, une nouvelle conscience avait émergé. La mairie, sous l'impulsion de Lucie et de Monsieur Jean, avait mis en place des ateliers d'initiation à la mécanique pour les jeunes du quartier, valorisant l'apprentissage pratique et les talents non conventionnels. Chloé Dubois, après avoir digéré son humiliation initiale, avait même proposé une collaboration à Léo, reconnaissant la valeur de son approche intuitive, un pont inattendu entre la science formelle et le génie du terrain. Le Belvédère était devenu un exemple de résilience et d'inclusion, un lieu où la neurodiversité n'était plus une bizarrerie, mais une force, une richesse inestimable. L'histoire du bus L'Espoir et de Léo était devenue une légende urbaine à Marseille, un conte moderne qui se murmurait sur les marchés et dans les cafés. Elle rappelait avec force que la véritable expertise ne résidait pas toujours dans les diplômes ou les protocoles établis, mais souvent dans la capacité à voir au-delà des apparences, à écouter les voix ignorées et à embrasser les différences. La moralité était claire, la grandeur d'une communauté se mesurait à sa capacité à valoriser chaque individu, à reconnaître les talents cachés et à faire confiance à ceux qui pensent différemment. C'était un message d'espoir, une incitation à la bienveillance et à l'ouverture d'esprit, soulignant que les solutions les plus profondes venaient parfois des endroits les plus inattendus, des esprits que la société avait tendance à marginaliser. Cette histoire résonnait avec les valeurs universelles d'acceptation et de résilience,
mais elle était profondément ancrée dans l'âme de Marseille. La ville, avec son caractère rebelle et son esprit d'indépendance, avait toujours su transformer les défis en opportunités. Le bus L'Espoir, jadis symbole de désespoir, était devenu l'emblème de cette capacité à se réinventer, à trouver la lumière dans l'obscurité. Elle célébrait la débrouillardise marseillaise, cette ingéniosité populaire qui permet de surmonter les obstacles avec créativité et audace. Le parcours de Léo illustrait que la richesse d'une société réside dans la diversité de ses intelligences et que chaque manière de percevoir le monde, aussi singulière soit-elle, peut détenir la clé de problèmes que les approches conventionnelles n'arrivent pas à déchiffrer, offrant une perspective nouvelle et vitale. Un soir, Léo était assis à son établi, la lumière douce d'une lampe de bureau éclairant les schémas complexes d'un nouveau projet, la restauration d'une vieille pendule de gare. Il manipulait sa petite boîte d'engrenage, non plus comme un refuge contre l'angoisse, mais comme un simple objet de confort, un rappel de son chemin parcouru. Grand-mère Claire s'approcha, déposant une tasse de tisane fumante. Elle ne dit rien, mais posa une main douce sur ses cheveux. Léo, sans se retourner, sourit, un sourire plein et serein qui n'était plus un secret entre eux. La cacophonie des bruits extérieurs ne le submergeait plus. Elle était devenue une partie de la symphonie de sa vie et il avait trouvé sa propre note, juste et harmonieuse, au sein de cet orchestre complexe. Son cœur en phase avec les mécanismes du monde. Il leva les yeux de son travail, son regard traversant la fenêtre de la cuisine. Au loin, on apercevait le bus L'Espoir, un point lumineux dans la nuit marseillaise, s'éloignant sur les routes sinueuses du Belvédère. Son vrombissement lointain était une mélodie apaisante, un battement de cœur régulier qui assurait la connexion de la communauté avec le monde. Léo ferma les yeux un instant, ressentant la vibration du quartier sous ses pieds, une vibration d'espoir et de vie. Il avait trouvé sa place, non pas en changeant qui il était, mais en étant pleinement lui-même, en offrant sa vision unique au monde. La dernière image est celle de Léo, le visage éclairé par la lueur de sa lampe, un sourire infime sur les lèvres, sachant que parfois, pour réparer le monde, il suffit de savoir écouter les murmures les plus subtils.